Bon après-midi, bienvenue donc à cette rétrospective de cinéma français produit sous l'occupation. Nous avons maintenant l'honneur d'avoir avec nous Geneviève Cellier qui va présenter un film d'un de ses réalisateurs de prédilection, Jean Grémillon, Le ciel est à nous, qui est un film qui a eu un succès assez considérable à sa sortie en pleine occupation. Oui, alors le succès considérable à sa sortie en pleine occupation, mon cher Édouard, euh, il est sorti en février 1944, au moment où il commence à y avoir des coupures d'électricité à cause des bombardements, à cause des... Enfin bon, c'est la dernière période de l'occupation, c'est quand même la plus problématique. Et justement, il ressortira à la Libération dans des meilleures conditions qu'en février 1944. Mais bon, ce qui moi, m'intéresse dans ce film, c'est qu'il concentre toutes les contradictions de la période. C'est-à-dire que c'est un film qui a pu se faire grâce à un producteur, Raoul Ploquin, qui était un directeur de production à la UFA, la société de production allemande, où Grémillon avait travaillé avant-guerre, parce qu'il avait eu plein de difficultés après l'avènement du parlant, et il avait été obligé d'accepter des commandes, etc. Donc, Ploquin, c'est quelqu'un dont on pourrait dire qu'il était compromis avec le régime nazi. Mais en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que à Neue-Babelsberg, près de Berlin, il y avait des studios d'une modernité extraordinaire pour l'époque, qui n'existait pas en France, dont les Français n'avaient pas l'équivalent. Et donc, il y avait une véritable colonie française à partir du début du parlant, donc pendant toute la décennie, en fait, quasiment jusqu'à la guerre. Et on tournait donc à Berlin des films français. Et Raoul Ploquin dirigeait le département de réalisation de films français à Berlin. Et quasiment tous les réalisateurs de l'époque sont passés par Berlin parce que les conditions techniques étaient extraordinaires, alors qu'en France, on était quand même un peu déjà spécialisé dans le retard. Oui, la France était dans plein de domaines tend à se spécialiser dans le retard. Et donc, Raoul Ploquin permet à Grémillon, donc, qu'il avait fait travailler donc avant-guerre, Gueule d'amour, L'étrange Monsieur Victor, tous ces films remarquables ont été réalisés à Berlin. Donc, grâce à Raoul Ploquin, qui avait évidemment des facilités avec l'occupant parce qu'il les connaissait depuis fort longtemps, il va pouvoir tourner ce film qui est pour cette période, donc la fin de l'occupation, donc où quand même la répression devient terrible, les restrictions aussi, enfin c'est une période quand même très 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 lourde. Il parvient à tourner ce film qui raconte une histoire d'aviation à une époque où le ciel évidemment appartient à l'armée d'occupation. Et Ploquin va parvenir à l'aérodrome de Lyon-Bron, va parvenir, grâce à ses accointances, à permettre à Grémillon de tourner des séquences d'aviation. Vous verrez, elles sont tout à fait, comment dirais-je, honnêtement réalisées. Hein. C'est pour le film pour le film Remorque qu'il a tourné en 39, 40, 41. Il avait prévu des scènes de tempête en Bretagne. Et là-dessus, il y a eu la guerre, la débâcle, l'occupation. Et il a été obligé de tourner les scènes de tempête dans un petit bassin. Bon, alors là, non. Il y a vraiment... on est à Lyon-Bron et il y a des vrais avions. Bon, mais ce n'est pas un film d'aviation. Hein. Si parmi vous, il y a des amateurs de records aériens, bon, vous restez, hein, pas interdit, mais c'est un formidable... Alors,
c'est un formidable film sur l'amour conjugal. Mais l'amour conjugal en tant qu'il est égalitaire, non seulement égalitaire, mais là c'est un film de science-fiction, l'époux va trouver son bonheur à se mettre au service des ambitions aériennes de sa femme. Bon. Hein? Bon. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire dans ce film, c'est que Grémillon a choisi volontairement des acteurs qui ne correspondent pas du tout au glamour hollywoodien qui caractérisait certaines actrices françaises comme Mireille Balin, Viviane Romance, etc. Il a choisi volontairement, pour les deux protagonistes principaux, Madeleine Renaud et Charles Vanel, des acteurs dont l'apparence les associe complètement à des gens ordinaires. Et toute la qualité du film vient de leur jeu et non pas de leur apparence. Donc c'est une sorte de film qui est à la fois un acte de résistance vis-à-vis du régime de Vichy, puisque le personnage valorisé dans ce film, c'est Madeleine Renaud, hein, en tant que... en tant à la fois que... je dirais, une femme pleine de contradictions, c'est-à-dire qui à la fois veut être une bonne épouse, une bonne garagiste, puisque c'est un couple de garagistes, et une bonne mère, mais qui a aussi ses propres aspirations. Et le film valorise ça, à un moment où, comme vous savez, avec l'idéologie travail, famille, patrie, les femmes étaient assignées à faire des enfants, point barre. De préférence en étant mariées, mais l'essentiel, c'était surtout qu'elles se contentent de faire des enfants. Et donc là, on a vraiment un acte de résistance par rapport à Vichy. On a aussi une réflexion très moderne sur qu'est-ce que ça veut dire un amour qui dure. Comme vous savez, au cinéma, on s'intéresse au coup de foudre, et puis après, on s'intéresse à l'adultère. Mais les couples qui durent, ça n'a aucun intérêt. Hein. Aucun intérêt, c'est pas du tout glamour. Et donc, c'est le sujet du film. Hein. Donc, c'est vraiment... le film de Grémillon, enfin, cette période est caractérisée, très paradoxalement, par un intérêt totalement inédit pour des personnages féminins, de tous âges d'ailleurs, de tous âges. Il y a des jeunes premières, mais il y a aussi Edwige Feuillère, il y a aussi Gaby Morlet. Le cinéma, qui continue à être fait par des hommes, hein, du début jusqu'à la fin, exprime une sorte de conscience de ce qu'était la situation de la société française sous occupation, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 2 millions d'hommes absents, hein, dont 1,5 million de prisonniers de guerre, plus les clandestins, les exilés, etc., les STO, j'en passe et des meilleurs. Et les femmes sont seules pour faire face à l'occupant. Hein. Et elles n'ont pas le choix. Et il y a une sorte de conscience. Alors, à la fois, il y a une sorte de conscience de ce qui est demandé aux femmes pendant cette période. Et il y a aussi, très concrètement, la conscience que le public, de fait, s'est féminisé, puisque les hommes ne sont plus là, enfin, beaucoup d'hommes ne sont plus là. Le public s'est féminisé. Et donc, c'est une façon aussi de s'adresser à ce public-là qui est composé majoritairement pendant cette période de femmes. Alors, à la Libération, il y aura un rappel à l'ordre patriarcal extrêmement violent. Hein, mais le grand paradoxe de cette période, c'est qu'à la fois le cinéma français est sous contraintes multiples, économiques, politiques, idéologiques, raciales, j'en passe et des meilleurs, mais en même temps, le cinéma est perçu par le milieu professionnel comme un endroit où on peut exprimer une résistance. Enfin, ou tout au moins, on peut raconter des histoires qui font exister l'identité française dans un contexte où elle est fortement réprimée. Et donc, et alors en plus, comme c'est une période où
le cinéma allemand n'existe plus, hein, les nazis l'ont détruit. Il n'y a plus que du cinéma de propagande. Le cinéma italien n'existe plus, les Mussolini et ses petits copains fascistes l'ont détruit. Il n'y a plus que du cinéma de propagande. Les films américains n'arrivent plus. Et donc c'est la seule période depuis 1914 où le cinéma français est le roi sur ses propres écrans. Ça ne lui est pas plus arrivé depuis 1914. Et donc c'est une période, c'est un âge de l'or d'une certaine manière, très paradoxalement, malgré les restrictions, malgré les interdits, etc. D'ailleurs, beaucoup de professionnels juifs travailleront clandestinement pour les films de cette période. Et donc ce film-là, en particulier, mais il y en a un autre que je vous signale, qui, je crois, n'est pas dans la programmation d'Édouard, et ça, c'est quand même très grave, hein, qui s'appelle Falbala. Il y est ? Il y est ? Ah, il y est. Bon, alors, excuse-moi. Bon, alors, voilà. S'il y en a un deuxième qu'il faut voir, c'est celui-là. Les deux chefs-d'œuvre de la fin de la période, et qui sont sur les questions de rapport homme-femme d'une lucidité extraordinaire, c'est Le ciel est à vous et Falbala. Bonne projection. Bonne projection.